De la dualité au duo pour sortir de l'épreuve matricielle. Un titre, encore une fois, très ambitieux. On pourra sûrement pas développer tout ça au maximum, mais on va essayer de le survoler rapidement. Alors Sandrine, est-ce que toi, après examen de conscience, tu te situes plus dans la dualité ou dans le duo ? Dans le duo. D'accord, donc c'est un peu le but, hein ? Sans hésitation. Voilà, enfin, c'est ce qu'il faut essayer de réaliser. On ne réalise qu'à partir d'un moment, je pense, et quand justement on a compris que le monde était duel et qu'on avait envie d'en sortir et de ne plus éprouver une dualité souffrante, je dirais. Parce que la dualité, c'est une réalité. Voilà, elle donne de la souffrance pour celui qui veut en sortir en général, donc ça veut dire que c'est une bonne étape. Par contre, la dualité, chez certains, c'est un vrai plaisir. Hein. Celui, par exemple, qui mène des guerres. Il y a des êtres qui se nourrissent du combat. Ou même dans le sport, d'ailleurs. Hein. On retrouve ça décliné dans des logos très différents. Dès qu'il y a une compétition, de toute façon, il y a combat. Hein. Il y a combat, voilà, et il y a le fait de vouloir se mesurer, de prendre du plaisir dans le fait de se mesurer. Alors ça passe absolument tous les archétypes, hein, ce truc-là. Hein. Ça part du plus grave, donc avec la guerre, jusqu'au plus rigolo qui est le sport. Ça passe aussi dans la cour de récréation par le fait de se mesurer son anatomie, par exemple, quand on est un garçon. Hein, et ça continue toute la vie après, dans le boulot, par etc. Les hiérarchies. Voilà, par la voiture aussi, hein, c'est le prolongement de son corps, etc. En fait, tout ça, on a déjà parlé, on va pas revenir dessus, on va essayer de progresser dans le concept qu'on a introduit depuis 2 vidéos, à savoir sur ce qu'on pourrait appeler le couple sacré. C'est peut-être pas la bonne dénomination, parce que sacré, ça peut faire appel à des concepts qui sont historiquement très ancrés archétypalement. Nous prendrons la dénomination qu'on utilise depuis la dernière vidéo sur le couple historique affiné. Alors comme tu dis, ça peut faire un peu fromage, hein, Je vous le mets à combien l'affinage là? Non, mais c'est justement affiné dans le sens où on va rentrer plutôt dans le côté de raffinement aussi, hein, dans le côté affiné. Et de subtil peut-être. Voilà, c'est plus subtil. Hein. Énergétiquement parlant. Et au niveau ésotérique et métaphysique, le fait de comprendre qu'à un moment vous n'êtes pas forcément ensemble par hasard. Hein. Des fois ça arrive, oui, mais non plus parce qu'il y a quelque chose à faire ensemble. C'est une expérience. Voilà, c'est toujours une expérience de toute façon. Mais des fois la finalité, c'est l'expérience. Voilà. Mais quelquefois, c'est fait pour durer. Et durer très 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 longtemps. Donc du coup, on arrive à une expérience tout à fait différente de celle habituelle, où soit on est séparé par la mort, soit on est séparé par la souffrance de vivre ensemble, donc ça veut dire qu'on n'est pas bien cadré dans son couple. Et là, on parle de quelque chose de très différent. C'est-à-dire d'un passage à la prise de conscience de ne plus vouloir avoir le voile de l'oubli entre ses vies et de sortir donc du manège de la matrice. D'ailleurs, le mieux, c'est qu'on fasse un résumé pour replanter un petit peu le décor de notre idée de ce qu'est la matrice. Et donc, on va comprendre aussi qu'est-ce qu'est le couple là-dedans. Alors, pour faire un résumé très rapide, si vous n'avez pas envie de vous visionner toutes les vidéos antérieures qui sont là pour ça, on a essayé de démontrer par un logos intelligent et pas quelque chose de hasardeux, ni tiré par les cheveux. On a essayé d'expliquer que ce soit à travers nos expériences qu'on a pu donc vérifier dans la métaphysique, à travers les synchronicités, à travers les informations même que tout le monde possède, hein, c'est-à-dire sur la métaphysique réelle, c'est-à-dire que ce soit les crop circles, que ce soit les choses incohérentes quand vous les étudiez, comme les pyramides d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a à trouver dans les valeurs pi et phi qui sont expliquées dans la pyramide Khéops plus particulièrement. Donc ce travail, on n'y revient pas dessus, soit vous l'avez fait et c'est très bien, vous commencez à comprendre qu'on est dans une matrice entre guillemets artificielle, soit vous êtes sur le chemin de faire ce parcours d'explication, et là, donc, vous savez de quoi on parle. Pour faire un résumé, c'est pas pour intégrer tout ça d'un coup à quelqu'un qui l'aurait pas compris, vous comprenez bien que ce serait trop long, mais c'est pour faire un résumé, pour accrocher les wagons sur l'explication de ce qui vient, et de ce qu'on va développer par rapport à ce qu'on a déjà vu. Donc, entendu que ce soit déjà clarifié pour vous. On est donc dans un scénario, c'est un jeu, cette matrice, c'est une épreuve, on peut le dire. C'est le jeu. Qui est une épreuve. Mais jeu avec les 2 orthographes. Ah oui, ouais. Alors là, pour faire le pont avec l'histoire du couple, on peut même faire un jeu de mots formidable quand même avec ça. On a eu ça cette semaine, comme révélation de petits jeux de mots à travers l'hermétisme ou le langage des oiseaux. C'est que si on prend le mot, oui, le jeu, EU, qui est le jeu, donc dans la matrice,
En fait, il s'agit du jeu de soi. Oui. Il faut comprendre la subtilité, vous l'aurez sûrement saisi. Le jeu de soi dans le jeu qui s'articule au final avec le nous. C'est là que le couple rentre en jeu. Ce qui au final, donc pour avancer sur ses deux jambes, a besoin d'une articulation qui est le genou. Tout à fait. Voilà, donc si vous comprenez la subtilité évidemment de cette phrase conceptualisée, parce qu'on aime bien jouer aussi avec les mots, c'est des jeux d'esprit, et bien, le genou devient une articulation des plus utiles si vous voulez avancer dans le logos de la sortie de la matrice en gros, quoi. Pour revenir sur le résumé donc de ce scénario métaphysique, toutes les énigmes dont vous pouvez vous emparer dans la réalité, on va dire, de notre culture, sont bonnes à prendre pour résoudre le jeu. Le jeu. On peut dire ça comme ça. Oui. C'est-à-dire que vous partiez sur les extraterrestres, on peut partir sur tout, hein. Tout ramène en fait à une compréhension ésotérique de ce que vous voulez en vous en fait. Mais avec une compréhension extérieure, c'est-à-dire vous êtes baigné dans un environnement, c'est un scénario, et c'est à vous de détecter qu'est-ce qui vous va ou qu'est-ce qui vous va pas là-dedans. Et à un moment, comprendre que vous n'êtes pas que ce que vous croyez dans cette vie qui semble être à chaque fois une parenthèse. Je dis à chaque fois, bon, pour tous ceux qui auraient déjà peut-être intégré que c'est pas la première. Mais le travail est plus difficile en conscience si vous savez pas que vous avez plusieurs vies, on va dire. Oui, là c'est compliqué quand même. Voilà, là après on part de loin. Il manque quand même. Enfin, si on prend pas cette dimension des vies antérieures et des liens qu'il y a entre les vies antérieures dans son schéma de compréhension, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont pas explicables. Le but c'est quand même, quand on a compris qu'on était dans une matrice, que le territoire, le périmètre du jeu c'est l'ego et qu'il faut trouver dans ce labyrinthe de l'ego une sortie potentielle qui nous corresponde pour passer à un niveau de conscience supérieur. En une vie, ça paraît compliqué et il manque aussi des éléments de savoir, justement, à ce moment-là, le hasard serait un élément acceptable. Quand on intègre qu'il y a plusieurs vies et une cohérence logique entre les vies et intégrer ces vies par rapport au mouvement et au cycle. C'est ce que je voulais introduire. Il y a une cohérence globale quand même. Le jeu, il est pas, c'est pas Nintendo quoi. Il est multidimensionnel, il est multitemporel. Très complexe en fait. Et à un moment donné, ce qui peut résonner à nous comme une preuve que ce que le chemin qu'on a pris en termes de compréhension, je parle, est le bon, c'est que tout s'imbrique. Si le puzzle s'imbrique pas, ça fonctionne pas. Voilà, et juste pour donner quelques pistes pour tous ceux qui atterriraient ici sans avoir étudié cette idée du cycle, on la retrouve absolument partout, que ce soit au niveau cosmique, enfin plus précisément cosmologique, tout ce qui se rattache aussi à l'astrologie, l'astronomie. Ce sont de véritables cycles qui correspondent à une position bien déterminée de la planète. Bon après, il faut faire le lien avec ce qui se passe aussi au niveau des expériences menées dans le jeu. Et là, c'est évidemment une conscience beaucoup plus élargie qui va toucher plutôt aux cultures hindouistes, qui vous explique pourquoi on commence avec le Satya Yuga qui est l'âge d'or et on finit avec le Kali Yuga, donc qui est l'âge de fer. C'est l'âge où nous sommes en ce moment, c'est l'âge où on perd la reliance avec le joueur, on va dire, celui qui est en train de réellement jouer à l'extérieur de la matrice, si on pouvait le voir comme ça, et l'avatar qui est à l'intérieur et qui éprouve les sensations. Puisque on l'a déjà dit, nous on ne sait pas réellement, puisqu'on ne peut pas le prouver, on a juste des intuitions, mais donc on ne s'aventure pas sur ce terrain-là. Ça peut être pour plusieurs raisons. Si vous les avez identifiés, que vous le savez, tant mieux pour vous. Nous on ne le sait pas. On sait qu'on est dans un jeu, ça on en est sûr, on en est certain. On est là pour résoudre une épreuve, et cette épreuve en fait elle n'est pas à l'extérieur, en fait elle est à l'intérieur de nous. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est à travers l'extérieur que vous comprenez les interactions avec votre intérieur, et que tant que vous dysfonctionnez, vous êtes pris dans ce manège qui tourne tout le temps sur des cycles. Et c'est qu'au moment où vous avez clarifié votre ego, on va dire votre avatar sur place, là, que vous pouvez peut-être espérer, parce que ça aussi on n'en est pas sûr, en sortir. Oui. Mais c'est important de le voir comme ça parce que ça donne un rôle très positif à l'ego. Parce que l'ego est un combat. Quand on commence à prendre conscience que c'est l'ego qui nous maîtrise, enfin qui nous domine, et qu'on doit avoir la maîtrise de l'ego, on comprend le rôle positif de l'ego dans le cadre d'une évolution de conscience.
Si on n'avait pas eu de Lego, on serait resté... Le jeu n'existerait pas d'ailleurs. Voilà. Alors, le plus important, vous allez nous dire, mais quelque part, la synthèse, elle est là. C'est quoi le but du jeu, hein? Parce que c'est quand même ça la vraie question à se poser. On avait introduit déjà ce sujet à travers la vidéo qui parlait des matrices. Justement, quel est le but de la matrice? On avait exploré le champ du possible, et il y en avait beaucoup. Mais au final, si on fait une grosse synthèse de tout ça, le but du jeu, il est très simple à découvrir, et on le voit à travers son comportement propre, hein, c'est-à-dire ce qu'on fait dans le jeu, c'est l'amour inconditionnel pour le collectif. Et là, bon, tous ceux qui se réveillent, que ce soit dans le New Age ou dans toutes les pratiques de travail sur soi, hein, d'amélioration de son propre comportement, sur l'environnement, on va dire, en totalité. C'est-à-dire, ça passe à travers ce que vous aimez, ce que vous mangez, comment vous interagissez avec votre environnement, si vous lui donnez de l'amour ou de la violence, etc. Donc ça, on a déjà parlé, on n'y revient pas dessus. Mais le but du jeu, pour bien faire la synthèse, c'est l'amour inconditionnel pour le collectif et l'amour fusionnel pour le couple. Et ça, c'est une notion qu'on introduit donc nouvellement dans nos vidéos, et elle a une importance. En fait, on voulait s'arrêter avant parce que on pensait que c'était pas vraiment déterminant, et or on s'aperçoit que au travers de l'analyse profonde qu'on a à faire sur soi, de son propre comportement avec les autres, il se trouve que si on n'a pas clarifié aussi l'amour fusionnel, c'est-à-dire le couple, on n'est pas vraiment parfait non plus sur le comportement avec le collectif. Parce que l'amour inconditionnel, on va reprendre le tableau, ce qu'on entend un petit peu partout, c'est-à-dire la loi 2.1, toutes ces choses qui prennent en considération le bien-être, on va dire, et l'harmonie du collectif, on le remet pas en question, c'est une bonne chose. Hein. Oh ben ça c'est la définition, je dirais, de l'amour inconditionnel en plus. On peut que s'accorder à partir du moment où on met le mot inconditionnel sur ce qui est écrit à ce niveau-là, à condition de bien le lire. Et de bien l'interpréter, ouais. Voilà. Mais là, on revient pas là-dessus. Cette notion, elle est très utile, puisqu'en fait, c'est vraiment la base pour pouvoir construire déjà un ego, une structure égotique harmonisée avec le tout. Donc, ça paraît évident que sans ça, de toute façon, on peut pas faire le reste non plus. Hein. Mais c'est évident, mais comme je disais, il faut bien le lire. C'est-à-dire, il s'agit pas de se transformer en bisounours. Mais il n'y a pas que ça, en plus. Ça peut transformer en ce qui s'est passé dans les années 60. Voilà. C'est-à-dire, on s'aime tous. Voilà, on part tous. On fonde la sexualité dans tout ça, etc. Parce que c'est pour ça que je disais à condition de bien le lire, parce qu'il y a vraiment inconditionnel, ça veut pas dire que rien ne nous dérange dans l'autre. D'ailleurs, moi j'ai un petit bémol aussi sur tous ceux qui peuvent dire ce que tu vois dans l'autre, c'est la partie de toi qui te dérange. Oui, pas forcément. Hein. Pas forcément. Il y a vraiment des gens dérangeants parce qu'ils sont à un stade d'évolution qui est très très loin et parce que il y a des compatibilités qui sont impossibles. L'amour inconditionnel, c'est pas on se ressemble tous. C'est une acceptation plus qu'un dévolu amoureux. C'est-à-dire, on peut pas être amoureux de quelqu'un, par exemple, qui est en train de massacrer tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que l'amour inconditionnel ne passe pas simplement par une émotion. C'est-à-dire que si on n'a pas la compréhension, quelqu'un qui n'aurait pas suffisamment compris qu'on est dans un jeu, qui n'aurait pas clarifié l'ego, qui n'aurait pas fait un travail profond de conscience, va se perdre sur la notion d'amour inconditionnel parce qu'il va la gérer émotionnellement. Donc, et sexuellement, c'est pour ça qu'on rentre dans l'histoire du couple, là, on va en parler plus précisément. Il va se construire une fois encore, on en est toujours sur ces concepts-là, c'est-à-dire fort d'une bonne intention, mais pas assez vigilant sur son stade de travail personnel, il va se construire une illusion par l'émotion. C'est-à-dire il va se créer des émotions sur quelque chose qui n'est pas réel. L'amour inconditionnel se fait par rapport à la compréhension. Le fait que l'amour soit sans condition, ça veut dire qu'on a compris que l'autre est aussi en cours de travail, que tout autre être humain est aussi en cours de travail sur son évolution, qu'il est conscient, un peu conscient, inconscient, qu'on en est tous à des étapes, et il faut travailler avec ça dans sa relation à l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, ou qu'on est prêt à tous s'aimer, ou que... et à se mélanger, et à vivre l'esprit de communautaire qu'on a vu dans les années 60. C'est pour ça que quand on est sur un chemin d'éveil et qu'on est en couple, si on travaille sur soi, si l'autre travaille sur lui, ou si l'un des deux travaille sur lui et l'autre pas, quelle que soit la situation, à un moment donné, le couple il va venir sur la table. Parce que on s'est connus à un stade de conscience. Et ça n'a rien de sexuel, on le précise au passage. On s'est connus forcément à un état de conscience différent, on a changé, donc nos perceptions sont différentes, et à un moment donné, il va falloir se re-rencontrer. Ou pas.
Mais tout. Ouais, si on reste dans le schéma, mettons, si vous aviez envie de construire quelque chose, oui, ensemble, ouais. De toute façon, l'expérience, elle est expérience. Comme tu disais, elle n'est pas un hasard. Ouais, ça sert tout le temps. Donc, elle a construit quelque chose. Après, c'est le côté durable, je dirais. Si vous passez le stade de conscience que vous n'avez plus envie d'avoir de voile de l'oubli entre vos vies et que vous voulez le passer à deux et vous retrouver à deux, vous comprenez bien que c'est pas du tout le même projet que si vous le faites en solo ou en collectif de planète. C'est encore d'autres choses. Tout ça, il faut le clarifier, enfin chacun pour soi. On ne dit pas on vient pas apporter une recette là, on vient donner un avis. Chacun fait ce qu'il veut. Moi en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui m'éclaire par rapport à ce qu'on appelle un sacrement sur le plan religieux. Oui. Je pense qu'on se marie sans le comprendre profondément, ce sacrement. Voilà. Celui qui accepte ça, il faudrait qu'il le fasse en toute conscience. Il faudrait qu'il le fasse en toute conscience. Et là, c'est la même situation, c'est-à-dire prendre une décision à deux de s'unir au-delà de cette vie, c'est quelque chose qui est dans ce registre-là, en fait. Et qu'il faut obligatoirement avoir analysé en grande profondeur pour en être assez convaincu que c'est le chemin qu'on veut prendre. Oui, puis c'est pas qu'une décision où on se dit « Ah, on va s'aimer toute la vie », c'est qu'est-ce qu'on va faire après. C'est l'éternité après. Où est-ce qu'on va vivre, comment, oui. Est-ce qu'on est bien d'accord sur tout pour pouvoir prendre cet engagement. C'est-à-dire on ne prend pas l'engagement et après on n'y pense plus. On le prend parce qu'on a construit. Mais c'est peut-être pour ça qu'on revient après, si jamais ça va pas. Peut-être. C'est-à-dire que là, à un moment, on se dit bon, le projet est bon, je sors du manège, j'ai trouvé avec qui je veux le faire, le projet et tout. Et puis finalement, si on n'était pas bien clarifié, peut-être qu'on s'est trompé et puis on revient. Hein. À mon avis, ça marche pas comme ça. Mais non, je crois pas. C'est comme de tout. Avant de prendre une décision, il faut avoir bien étudié la chose. Voilà. Et de toute façon, quelqu'un de réellement éveillé, en tout cas qui a fait un travail déjà très profond sur lui-même, ne va jamais s'engager, et surtout pas pour une durée aussi énorme. Longue. On n'arrive même pas à la qualifier comme ça. Oui, autour d'un apéro et hop. Oh, ça me va. Et hop. Donc on rappelle que nous sommes dans un scénario dont le but est l'évolution. Et oui. On arrive à un stade justement où on nous demande de faire ce travail pour peut-être passer ce stade évolutif. Donc chacun le prend ou le prend pas, c'est pas un problème. C'est bien ça, hein, quand on parle d'évolution et d'éveil de conscience, il faut quand même faire le lien avec l'évolution. Je suis pas sûre que ce soit toujours très très clair. Moi j'en parle très sereinement parce que j'ai fait mon parcours dans le brouillard le plus total. J'ai eu des éclaircissements en me disant mais t'es bête, t'as travaillé ce truc, en fait, il y a 6 mois, t'avais rien compris. Donc, je peux en parler très très sereinement. C'est que il s'agit pas d'obtenir un résultat d'éveil de conscience. Il faut bien le rattacher à quelque chose qui est de l'évolution. C'est-à-dire, quand on parle d'évolution, ça veut dire qu'on n'aura pas les mêmes perceptions. Chacun se fait son apocalypse à ce moment, hein, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a un degré de conscience X, il y a des choses qui sont autour de nous que l'on ne perçoit pas. Que ce soit sur le plan physique ou matériel, je dirais, ou immatériel. Tout est lié en fait. Hein. C'est ça la matrice, on est dans un certain logos. Complètement, ça veut dire que demain vous pouvez voir des choses que la personne d'à côté ne verra pas. Ah, ouais. Donc quand on s'engage à deux, on s'engage aussi sur ce genre de choses. Bien sûr. Et on s'engage pour soi. Et à un moment donné, on s'engage aussi pour, non pas pour l'autre, mais pour le couple, c'est-à-dire pour l'union entre les deux. Et c'est là qu'on touche à ce qu'on pourrait appeler donc le couple alchimique, selon certains archétypes, très intéressant à étudier d'ailleurs, si vous voulez creuser un peu ce sujet-là. Mais que nous appelons le couple historique, affiné donc, parce qu'on a déjà déterminé dans la vidéo précédente que le marqueur le plus fort de toute façon dans les émotions que vous pouvez connaître sur Terre, quand vous êtes une personne qui est dans l'amour, je parle pas de quelqu'un, il y a des gens qui ont des émotions énormes quand ils tuent en masse, donc mais ça c'est autre chose, mais quand vous êtes aligné vers le projet de l'amour, l'émotion la plus grande qu'on peut avoir sur cette Terre, et avec notre véhicule actuel, qui est ce corps-là, c'est faire l'amour avec une autre personne et l'aimer, parce que sinon c'est animal. Mais ça, ce sera l'objet de la vidéo prochaine. Là on parlera plus précisément de sexualité. Là on parle pas de sexualité mais de polarité, on va dire du genre humain. Vous obtenez une qualité d'émotion d'une force incroyable quand vous êtes amoureux. C'est-à-dire quand vous êtes amoureux de l'autre, vous allez déplacer des montagnes. Et c'est le marqueur qui, après une fois réalisé dans la sexualité, permet de voir que là, oui, vous avez une extase. Une extase, vous l'avez pas avec un pote. Quoique, il y en a qui, dans des stades de foot, arrivent à avoir des extases. Hein. Bon. Oui, mais c'est peut-être pas la plus haute. Ouais. On a aussi des extases devant un paysage ou... Mais
c'est pas la même force. Il y a évidemment. différents degrés et puis. Enfin, il y en a qui s'énervent pas mal dans les stades. Ouais, on arrive à des points de jouissance presque, je peux pas dire. Il n'y a pas de fusion là. Mais il n'y a pas de fusion. Il y a plus de la confusion, je dirais. Voilà. Et ça rejoint un peu l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure par rapport au collectif. Il y a ceux qui veulent faire des fermes communes comme un 68, voilà, tout ça. Voilà. Et puis il y a ceux dans les stades qui font aussi la partouze commune. Hein. C'est des partouzes énergétiques en fait, c'est pareil. Après, c'est normal aussi que on n'ait pas tous les mêmes projets. Et les mêmes ressorts vibratoires aussi. Et je pense que c'est ça aussi le mot histoire. C'est-à-dire qu'on a construit des expériences. Et une histoire, ça a un début, une fin, et tout le long, il y a quelque chose de logique, il y a un enchaînement logique. Donc les personnes n'y échappent pas, et je pense que les couples n'y échappent pas non plus. Quand on est prêt consciemment et profondément à se dire que le lien, on le construit, on le projette, on le décide sur une éternité, c'est bien ça l'amour inconditionnel, parce que on sait que quoi qu'il arrive, c'est inconditionnel. Donc on n'est plus du tout dans le cadre d'une conscience ordinaire qui, avant de prendre une décision, calcule les risques et au cas où il se passe ça. Et pourtant, ça a été plus que mûrement construit et réfléchi. Souvent, au moins toute une vie. Normalement. Au moins toute une. Mais ça vient de plus loin, sûrement. Peut-être de plus loin. Voilà. Alors, pour revenir au football, parce que j'ai rien contre le football, mais c'est une petite parenthèse qui est assez formidable à comprendre. Si un jour, et j'espère que dans les vidéos prochaines on va y arriver, c'est-à-dire si on va parler du logos primordial, le vrai logos du début, celui qui n'est pas dans les mots et qui par contre est compréhensible par tous et avec facilité d'émotion, c'est le logos de la symbolique, mais plus précisément de la géométrie. Et on aura peut-être l'occasion de développer cette espèce de connaissance plus tard, mais juste pour l'effleurer, il y a une belle réflexion à avoir. Si vous comprenez que le carré, bon mais ça c'est euclidien, mais le cube c'est l'homme et la femme c'est la sphère, pour faire un résumé du masculin et du féminin, savoir qu'on vit sur une sphère et que certains cherchent à s'harmoniser avec la sphère, en gros de faire la quadrature du cercle, puisque c'est ça quand même la résolution de la quintessence du but final. Certains sont en train d'essayer de faire la quadrature du cercle, donc de fusionner le cercle et le carré. Et pendant ce temps, il y en a quand même qui s'évertuent à jouir de gens qui tapent dans des sphères, quoi. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes préoccupations. Et croyez-moi, quand je dis ça, c'est pas que pour rigoler sur le plan métaphorique. Et d'ailleurs, si tu regardes c'est une réalité. Un terrain de foot, la sphère, elle est toute petite. Et on joue sur un grand carré. Et on joue sur un très grand carré. Oui. Voilà. Donc tout ça, il faut, on le dit au passage, c'est des idées qui doivent mûrir, mais il faut les comprendre. C'est pas juste de la flagornerie, ni kabbalistique, ni qui vous tire. Si, quoique il y a une bonne kabbale, il y a une mauvaise kabbale. Donc ça peut être kabbalistique, effectivement. C'est une compréhension du logos primordial. Et c'est quelque chose qui est rattaché, une fois de plus, à la polarité. Sans polarité, il n'y a pas d'énergie. Donc à la sexualité. Ici, on est dans des véhicules masculin-féminin. Et pour revenir au but du jeu, faut bien imaginer un moment que si le début du jeu était asexué, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sexualité, la fin du jeu est là pour vous prouver que vous êtes là pour connaître le plaisir, justement, de la séparation des deux sexes. Si certains pensent que un monde parfait c'est un monde sans dualité, mais c'est la dualité de la violence qu'on doit éradiquer, pas celle de la sexualité. De toute façon, oui, la dualité c'est pas la polarité. Voilà. Faut pas confondre dualité et polarité. Et il s'agit pas non plus qu'une polarité prenne le dessus sur l'autre ou qu'elles se fondent les deux. Les polarités doivent être complémentaires. Voilà, l'objectif c'est l'équilibre énergétique, l'harmonie et la parfaite complémentarité. C'est comme l'aimant. Exactement. Et un aimant, vous pouvez le diviser presque à l'infini, donc jusqu'à l'atome, hein, c'est l'os d'Horus. Et il porte bien son nom. Voilà, et il est aimant lui-même, il aime. Donc si vous avez tous ces concepts en tête de comprendre que tout ne fonctionne que par l'amour, et qu'après vous ne fassiez pas la confusion, on y revient parce que c'est hyper important, et dans le truc du New Age on est dans ça et c'est un peu glissant, ne confondez pas l'amour inconditionnel du tout, donc du collectif, et l'amour fusionnel qui est réservé au couple. On l'affirmera encore avec beaucoup plus de démonstrations dans les vidéos prochaines qui parleront plus précisément de sexualité. Alors pour aller plus en avant dans cette espèce de démonstration, de comprendre pourquoi on doit se clarifier donc dans notre comportement, à travers ce qu'on mange, comment on interagit avec le reste du monde,
Et là, plus précisément, comment on doit interagir avec le couple, il faut passer par une étape importante qui est le fait de comprendre ses propres polarités. C'est-à-dire comprendre quelle est sa partie féminine et quelle est sa partie masculine. Alors on va peut-être un petit peu en parler, une fois de plus, puisque pour être pragmatique, il faut à un moment donner des éléments. Si vous voulez rentrer, vous aussi, dans cette expérience-là, qu'est-ce qu'il faut faire en gros ? Comment ça doit évoluer ? Là, une fois de plus, on revient avec les lois universelles. C'est quoi l'amour qui doit se matérialiser au sein du couple ? Vaste question, remarque. J'allais dire c'est très simple, mais ça peut partir de très loin. C'est quoi la question ? Ah, mais la question est complexe. C'est quels seraient donc les éléments à donner pour pouvoir savoir si on est sur un bon chemin de conscience de ce qu'est la sortie de la matrice à travers les comportements à adopter dans le couple. On va juste faire un petit rappel tout simple, qui est une règle d'ailleurs qui fonctionne avec l'amour inconditionnel aussi avec les autres. Comment savoir si un test, en fait, tous les jours il faut faire le test, est-ce que je suis vraiment dans l'amour inconditionnel du collectif et dans l'amour fusionnel du couple ? Il y a des choses qui ne trompent pas, c'est l'état d'esprit et surtout l'état émotionnel que vous avez. Tant que vous avez encore des colères, tant que vous avez des peurs, tant que vous avez des émotions donc malvenues qui vous procurent pas de plaisir, c'est que vous êtes dans quelque chose à clarifier. Oui. Alors côté féminin, je rajouterais la honte, la culpabilité. Ah mais ça l'est aussi sur le masculin. Voilà. Ouais. Oui, non, mais c'est aussi propre à beaucoup de femmes de pas s'aimer, de pas se trouver à la hauteur, de. Oui, il y a une couche historique là-dessus, voilà, on en a parlé. Il y a un poids culturel tellement important, d'aussi être en quête de perfection. Il faut comprendre qu'on n'est pas Dieu, donc on n'est pas parfait. Il faut accepter aussi de ne pas avoir pu avoir l'action aussi haute que l'intention qu'on a pu y mettre. Oui. Alors c'est pas le tout de vérifier qu'on s'améliore à travers ces émotions dont on vient de parler, puisque ces émotions négatives donc doivent disparaître petit à petit. Et c'est surtout que dans la balance, il faut aussi mettre les positives qui doivent augmenter. Donc essayez d'enchanter votre vie. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos de comportement. En fait, je pense que c'est par là qu'on y arrive. On peut aussi le prendre par là. Voilà. Moi, je... Cultivez votre émerveillement, cultivez la contemplation, la joie, l'amour, etc. Je pense que tant qu'on est dans le fait de... Par exemple, on est face à une situation qui d'habitude nous énerve. Bon, c'est la situation classique en voiture, par exemple. C'est classique... ça doit plus arriver, voilà. Ça, c'est évident. Tant que vous êtes dans le fait, l'émotion elle monte, non, je m'énerve pas parce que c'est pas bien. On est dans la domination. Par contre, quand on apprend à se calmer, à se relaxer, quand on se donne un peu de temps tous les jours pour laisser sortir toutes les tensions, tout le stress de la journée, et donc qu'on rentre dans le fait de cultiver quelque chose, c'est comme un jardin. Un jardin, si on le laisse, il n'y a rien. Si on le cultive un peu tous les jours, il se passe des choses. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'il faut remplir de positif. Si on remplit de positif, le négatif sort. Voilà. Par contre, il faut identifier ce qu'on veut voir disparaître. On avait mis au point une méthode qui est pas mal, c'est de faire le bilan de ces points d'information sensorielle toutes les semaines. Oui. Alors ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Ça, c'est une méthode qui vous permet, soit en couple ou tout seul d'ailleurs, on rentre pas dans les détails, c'est d'expliquer. En gros, on part des pieds jusqu'à la tête, et sur chaque point sensoriel qui vous apporte des informations et des émotions, vous devez analyser si la semaine, elle a été correcte ou pas. Et vous allez voir, c'est un truc qui vous saute au pif, aux yeux, largement. Vous dites, est-ce que mes pieds m'ont amené à des endroits convenables ? Est-ce que mon ventre, il s'est rempli de bonnes choses ? Est-ce que mon sexe, il a servi les bonnes émotions? Est-ce que... on a... Le cœur, les paroles. Voilà, le cœur, les paroles, etc. Le regard. Voilà. On a fait une espèce de... C'est un petit jeu d'ailleurs que nous, on s'est fait aussi en miroir. Parce qu'un couple, c'est aussi sympa de le faire parce que l'autre aussi dit ce qu'il a vu de l'autre. Donc voilà. Ça fait améliorer aussi la remise en question de soi. C'est un diagnostic hebdomadaire de ce qui va ou de ce qui va pas. Et vous vous apercevrez que le truc qui va pas, en général, c'est le truc récurrent, ça change pas. Oui, en principe, de semaine en semaine, c'est le même qui revient. Voilà. Mais après, il faut l'évaluer, le graduer. Exactement, et après on le fait disparaître, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais ce petit jeu est indispensable pour faire un vrai bilan de son évolution, on va dire. Oui. À travers nos vidéos, on essaie aussi, en plus d'avancer donc des concepts évolutifs, on essaie aussi de coller à l'actualité concernant ce qui se passe aussi dans la matrice, puisque on fait partie d'un scénario dans lequel nous avons des informations en permanence pour savoir évaluer où en est l'apocalypse.
Alors certains attendent l'apocalypse comme quelque chose qui doit se dérouler dans la minute, genre la levée du voile, tout le monde d'un coup comprend tout. Non, je pense qu'en fait ça ce serait un rêve fabuleux, c'est sûr, absolu, mais peut-être inatteignable avec la conscience du véhicule qu'on a. L'homme, là, il est très limité, il faut lui expliquer longtemps pour comprendre quelque chose de complexe. Donc l'apocalypse, on y est depuis quelques années. C'est-à-dire que les informations, elles sont distillées petit à petit. Et d'ailleurs, c'est dans l'épreuve quelque chose qui est difficile, parce que si d'un coup, on avait pris un journaliste à la télé qui vous dit, bon voilà, on va vous expliquer toutes les vérités, mais ça va durer toute la journée. Mettez-vous devant le poste de télé, on vous dit tout. Mais c'est vrai que ce serait un Voir plusieurs jours, ouais. Ouais, voir plusieurs jours. Ce serait un électrochoc, et en plus, donc, certains réagiraient mal. Ce serait un chaos. Par contre, le fait de distiller tous les jours, toutes les semaines, des informations qui vous permettent d'ouvrir votre chaîne du possible, ça vous amène petit à petit à cette levée du voile. C'est pas une apocalypse soudaine, elle se fait donc tout doucement, dans un ordre relatif. Bon, des fois, ça crée des désordres, hein, évidemment, mais c'est pour ça qu'on essaie de le faire causer quand même aussi dans la douceur. Et là, cette semaine, pour accrocher un peu dans la matrice et son scénario, il y a eu une avancée énorme, notamment nous qui sommes attachés à parler du masculin-féminin. Il y a une personnalité, on parle beaucoup d'Hollywood, hein, qu'on a beaucoup dénoncé sans être opposé, puisqu'on sait que ça fait partie de l'épreuve, à ce qu'est l'industrie hollywoodienne, des archétypes développés dans cet égrégore de fin des temps. Et là, vous le savez, c'est quelque chose qui trimballe son aspect le plus lugubre et le plus sombre qui soit. Et là, la personnalité la plus en vue d'Hollywood, qu'on ne va pas nommer, vous savez qui c'est si vous suivez vous aussi l'actualité, viennent de tomber pour justement quelque chose de très révélateur, c'est-à-dire des abus sexuels. C'est un vrai prédateur. Ah oui, là. Alors il n'y a pas que lui, il y en a plein. Hein. Oui, il y en a plein, mais bon là, c'est indiscutable quoi. On est sur les personnalités perverses et le fait que tout se monnaie sous l'aspect sexuel quoi. Donc voilà. Et là dans la matrice, on vous met un archétype plutôt puissant. Je ne sais pas si vous le prenez en compte ou quoi, mais franchement, dans les moments de l'histoire où il se passe des choses importantes, on est toujours à côté de la plaque quand on se veut prophète. Hein. Nous qui sommes dans la spéculation, quelquefois comme ça, entre nous positive, on s'est dit, Fatima, le 100e anniversaire, là, le 13 octobre dernier, il va se passer quelque chose. Ben non, il s'est rien passé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours s'arrêter d'essayer de spéculer, hein, puisqu'on n'arrive jamais à être un devin sur le calendrier. Le chronos ne nous appartient pas, faut un moins bien s'en résoudre. Mais là, je corrige un peu. On n'est pas dans cette spéculation non plus. Non. On est dans l'espérance à la fois les choses soient révélées et à la fois avec le moins de souffrance possible pour l'humanité. Que le scénario avance. Voilà, mais moi j'ai beaucoup de compassion, je dirais, par rapport à ceux qui sont sur un chemin d'évolution et qui se perdent justement dans des prédictions. Et on en parlait hier soir, les prophètes, il va y en avoir partout. Voilà. Donc il faut se garder de ça, il faut être vraiment très serein. Par contre, à l'inverse, il ne faut pas minimiser ce qu'on vous montre. Parce qu'en fait, on nous montre tout. On l'a dit, dans toutes les vidéos, on l'a dit. On vous montre que on vous donne du poison à manger. On vous montre que sous prétexte de vous soigner, on vous tue. On vous montre que vos gamins sont pas en sécurité. Voilà, qu'ils ne sont plus éduqués correctement. On vous montre que les politiques ne sont pas des gens honnêtes, que ce qu'on vous montre à la télé est pourri de chez pourri. La haute sphère est égotique. Voilà, hein, on vous montre que le cinéma, c'est un cinéma d'initiés. Puisqu'il y a des prédictions, il y a des films qui vous disent ça c'est pour faire comprendre comme la pyramide que vous êtes dans une matrice artificielle. Et que vous avez très peu de films qui vous initient à la positive et beaucoup qui cultivent vos peurs, l'angoisse, le sang, la violence, etc. Tout ça, ça impacte un chemin d'évolution. Et pourquoi c'est si fort ? Parce que les gens ne le voient pas, ils veulent pas l'entendre. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris qu'on est dans un jeu. Et pourtant, tous les jours au travail, ils vivent un grand vaudeville. On voit des choses, ça va dans des extrêmes où on fait faire des choses à des gens dans le cadre du travail, mais ce sont des non-sens complets. Et les gens se disent, mais c'est à la fois, ils se disent, c'est pas possible, mais ils le font. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passerait s'ils disaient non ? Il faut pas minimiser ce qu'on voit, c'est-à-dire cette affaire, il faut se dire que si elle sort maintenant, c'est parce que c'est le moment de sortir. Le grand scénariste, il fait tout comme il faut de toute façon. Il y a des personnes qui s'expriment, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'elles ont vécu. Elles le parlent maintenant, et c'est le moment. La dualité qui est passée tout au long de l'histoire, on en parlait sur la dernière vidéo, par la violence faite aux femmes, est quelque chose qui doit s'arrêter, comme la violence faite aux animaux. C'est la même chose. Par contre, moi ce que je veux dire, c'est que quand on parle de violence faite aux femmes,
Cette violence, elle n'est pas exclusivement masculine. Il y a des femmes qui ne comprennent pas qu'une femme puisse exprimer ce genre de choses. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, il y a le côté masculin chez la femme aussi. Exactement, hein, c'est bien là qu'il faut comprendre, on l'a dit sur la vidéo précédente, c'est pas exclusivement une histoire de genre. Ni de polarité, puisqu'on a les deux polarités en nous. On a les deux polarités en nous, et il y a des femmes qui expriment le fait que il devrait presque pas y avoir de délit de harcèlement sexuel, parce que après tout, si on dit à une femme dans le cadre de son boulot 10 fois par jour qu'elle est jolie, c'est plutôt flatteur. Alors ça, on pourrait rentrer dans des archétypes psychiatriques bien connus, et on va pas le faire, ce serait trop long, ça sert à rien. Il faut pas que ceux qui nous écoutent puissent penser qu'il s'agit. On fait pas un raccourci. Voilà, c'est pas une question d'homme-femme, ça concerne tout le monde, et tout le monde a les deux polarités en lui. Donc c'est bien une question d'équilibre, d'harmonie et de compréhension, comment ces deux pôles sont susceptibles d'être fusionnés plutôt qu'en combat, en fait. Oui. Et là, c'est pour ça que réjouissez-vous si vous aussi vous avez envie de voir avancer le scénario avec rapidité et qu'on aille plus vers des révélations fantastiques qui feraient que les gens soient obligés de se poser des grandes questions, enfin des grandes questions. Mais là, il s'est passé un truc énorme là. Franchement, avec ça, cette semaine, il s'est passé quelque chose d'énorme, et en plus c'est que le début. Derrière, croyez-moi, ça grouille de répercussions, et c'est quelque chose de fantastique, et on peut s'en réjouir avec le maximum d'émotions positives, justement. Quand je disais tout à l'heure, on est dans une matrice artificielle, je veux relativiser pour ceux qui feraient des amalgames avec un truc de démiurge ou quoi que ce soit. C'est pas ça, hein. Ceux qui feraient aussi la simplification, disaient que c'est une simulation, etc. On s'en fout de ça, c'est presque archétypal, tellement c'est pas grave. On vit quelque chose qu'on a bien l'impression de vivre, on le vit bien, là, il y est, hein, le scénario. Arrêtons de spéculer sur la forme qu'a la bobine du film, hein, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes venu vivre dedans, comment vous allez le résoudre et comment vous voulez en sortir ou pas, hein, puisque chacun garde son libre arbitre. Donc il faut arrêter de dire alors c'est pas une matrice ou c'est une matrice, c'est une simulation, ça l'est pas, etc. Ça c'est pas le problème, ça c'est l'aspect technique. D'ailleurs c'est ça qui est c'est ça, c'est la forme. C'est la forme, hein, donc c'est pas très grave. Le fond est plus important, c'est le comportement de ce que vous y faites et comment vous allez évoluer là-dedans. D'ailleurs, il faut bien le dire, pour être toujours dans les bonnes nouvelles comme celles que nous venons d'évoquer, j'essaie de surveiller, je vous le disais, plusieurs tendances dans la compréhension du scénario, et les religions en font partie, et dans certaines religions, il y a des courants qui sont en train de faire ce qu'ils appellent la tchouva. Si jamais tu te repens pas, hein, c'est comme ça qu'on dit religion catholique. C'est un repentir, c'est un pardon actif. Voilà. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de demander pardon dans l'absolu, mais c'est un pardon actif, c'est-à-dire... Si j'ai volé, je dois rendre, par exemple. Voilà, je dois aller voir la personne et lui rendre. Si cette personne n'est plus en vie, je vais voir son conjoint ou ses enfants. Donc c'est des repentirs actifs qui sont quand même beaucoup plus impactants que un simple passage au confessionnal, je demande pardon dans l'absolu, je dis 3 prières et je m'en vais. Je condamne, je suis pas négative sur les deux façons d'eux. Hein. Et je fais un point entre ce dont on parlait avant et ce dont on parle maintenant, parce que c'est un peu lié. C'est-à-dire que certains égrégores dans certaines religions tendent vers quelque chose de très positif, et vous aurez compris de quelle religion je parle, puisque les mots sont là. Ceux qui veulent accueillir la Géoula, ce qu'ils appellent la Géoula, donc le retour du Messie, dans d'autres religions ça s'appelle autrement, etc. Mais en gros, tout ça c'est le même scénario. Si vous l'imbriquez, vous verrez, c'est un millefeuille superposé, hein, où chacun fait un effet miroir de l'autre, donc il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Là, il y a des égrégores qui se développent sur le fait de dire que de toute façon, et la géopolitique le prouve, on ne rentrera pas dans les détails, hein, avec ce qui se passe, qui est complètement atypique, hein, là je veux dire c'est clair et net. Si quelqu'un à la télé vous donne la bonne solution de ce qui se passe, il va se faire virer de suite de toute façon, parce que c'est pas possible. Donc tout ça pour dire que en ce moment, en gros, ceux qui sont dans certains équilibres géostratégiques comprennent que s'ils font pas tchouva, donc ça veut dire en français, s'il n'y a pas de correctif, on va dire, de soi ou de ses propres actions, il n'y aura pas de Géoula, et donc pas de venue du Messie. Pour ceux qui attendent le Messie, évidemment, on n'est pas tous dans le même archétype de ce qu'est la révélation. Et les choses se vérifient après dans les actes, dans le sens où ils préviennent bien dans leur discipline de clarification
que si ça se fait pas dans la réalité de la vérité, parce que c'est ça qui est important, on a déjà parlé beaucoup de ça, du concept de vérité. S'il n'y a pas la vérité, il ne peut pas y avoir de clarification. Même au point de vue personnel, on va le ramener en ésotérique. Ça veut dire qu'il faut identifier. Faut pas se mentir. Voilà. Il faut identifier la crasse. Et pour ça, il faut plus être dans le déni, parce que en fait, tant qu'on n'a pas cet éveil qui nous titille, on justifie, soit être méchant, assumé, hein, mais on justifie. Ah bah ouais, j'ai menti, mais tu comprends, sinon bah ouais. Il faut l'accepter, voilà. Mais une fois justifié, il faut le clarifier. Il faut plus être dans le déni, il faut pas non plus être dans la martyrisation, parce qu'il y a ce juste milieu aussi, sinon, il s'agit de susciter un pardon chez l'autre, mais aussi sur soi. Et des fois, sur soi, c'est plus compliqué que pour l'autre. Et dans la mesure du possible, réparation. Voilà, il faut réparer, oui, du mieux possible, comme tu dis, et après, il faut pas s'arrêter là, parce que si on n'installe pas la vérité pour la suite, on recommence, on fait des périodes. On fait des copier-coller et on nettoie et on remet de la crasse et on renettoie et etc. C'est là qu'on voit que le logiciel de clarification peut être très exigeant. C'est que ça a démarré il y a quelques mois avec si tu as volé, si tu as encore ce que tu as volé, il faut le rendre. Mais comme tu as honte de le rendre, tu vas le rendre sans le dire à l'autre. C'est-à-dire, mettons à toi, je t'ai pris 20 €, mais je vais te les remettre dans le portefeuille sans te le dire. Et là, c'était la solution qui était envisagée il y a quelques mois. Mais là, on n'est même plus sur ça. On est sur, tu dois rendre les 20 €, mais en plus, tu dois le dire. Donc, ça veut dire que tu dois t'excuser. Donc, tu dois laver le truc beaucoup plus profondément. Donc, on arrive sur la vérité. Là, c'est ça, la vérité. Hein. L'Apocalypse, c'est la vérité. C'est la levée du voile. Et on doit tous être dans la vérité. Alors, que ce soit des gens qui ont volé des sommes astronomiques, ou que vous, parce qu'un jour, vous avez eu un comportement pas très correct, mais sur quelque chose de pas très grave. Mais il faut l'identifier aussi, et il faut donc réparer, et il faut comprendre qu'en disant la vérité, vous verrez, les solutions, elles arrivent d'elles-mêmes. Tenter que la personne en face soit du même niveau d'éveil que vous, parce que sinon le problème c'est que ça peut mal tourner aussi. C'est délicat. Moi je le raccroche en cohérence au fait qu'on puisse dire que sur les fins de cycle, il y a un temps où on lave les karmas. C'est-à-dire, comme c'est une fin de cycle, on n'est plus dans le mécanisme de la loi karmique, où quand on a fait quelque chose de négatif, on va le vivre à notre tour pour le comprendre, et on va le vivre jusqu'à ce qu'on l'ait compris pour l'intégrer et ne plus le reproduire. C'est comme ça. Enfin, c'est le jeu de l'expérience, en fait. Exactement. C'est le jeu de l'expérience. Sur une fin de cycle, on dit, on nettoie les karmas. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a la porte de sortie. C'est que c'est la fin du cycle. On arrête de jouer à un moment donné. C'est terminé. Pour nettoyer les karmas, ça veut dire que ça va être un petit peu plus violent que d'habitude, puisqu'il n'y a plus le temps. Donc moi je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire, c'est le temps des opportunités, c'est le kéros. Voilà, tu as volé ou tu as menti, ou si tu veux vraiment être sûr que c'est terminé, il va falloir que ça te secoue un peu, parce que sinon. Tu vas aller, oui, pardon, il a été gentil, il m'a dit, non, mon petit, c'était il y a 20 ans, mais c'est pas trop grave. Qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu recommences. Donc, il faut comprendre, et l'être humain n'est pas prompt à comprendre. Il comprend souvent quand il est au pied du mur, ou dans la souffrance, ou quand il réalise qu'il a perdu quelque chose qu'il n'aura plus jamais, des choses comme ça. Donc moi je l'ai compris un peu comme ça, en fait. Alors si on reprend, c'est pas du tout religieux évidemment comme interprétation, mais, j'ai trouvé que par rapport à ce qui était dit de l'autre côté sur le rinçage des karmas, c'était cohérent, en fait. Mais si on reprend ce qu'on avait déjà expliqué dans une vidéo très intéressante que nous avions réalisée sur les éléments, je sais plus comment ça s'appelait, le principe je sais plus des éléments, là je sais plus. Enfin bon, c'était quelque chose qui expliquait que ce vers quoi nous tendions sur nos sens, et donc le fameux 6e sens caché, ce serait la télépathie et donc la vérité. Oui, là. Si vous savez instantanément et continuellement ce qui se passe dans la tête de l'autre, il ne peut plus y avoir de crasse dans un logiciel matriciel. C'est pas possible. Votre patron, s'il est en train de dire ouh là, celle-là, putain, elle est vraiment nulle. Vous le savez instantanément. Donc vous êtes obligé de discuter pour clarifier. Si. Le truc des tromperies. Tout à l'heure, on disait avouer. Imaginez bien que ceux qui ont volé des millions, on parle du côté on va dire du système, que ce soit spéculatif, bancaire, etc.
s'il rentre dans le jeu de la vérité, mais c'est terminé la pauvreté. Vous voyez, tout se rectifie. Dans un couple, si le jeu de la vérité s'installe, à un moment, ça peut paraître difficile de dire, mais si je lui dis que je l'ai trompé, ça va être la catastrophe et tout. Mais non, parce que à un moment, si vous avez dans les couples, s'il y a des tromperies des fois, et souvent c'est parce que c'est justifié. Il faut bien se poser la question. Quand l'autre va voir ailleurs, c'est qu'il n'est pas heureux de toute façon. Donc il y a tout un équilibre à remettre en question, et tout le monde doit se remettre en question. Donc c'est pas forcément celui qui faute d'ailleurs qui fait l'erreur. Donc tout ça, c'est bien un travail sur soi qui le permet. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. C'est le jeu de l'expérience à un moment donné. Et comme le but, c'est l'amour inconditionnel, il faut se dire qu'à un moment donné, c'est comme tout le reste, ça va pas rester un concept. Oui, il faut que ça soit une réalité. C'est-à-dire que si on n'a pas compris que l'amour inconditionnel, on allait devoir, si on le veut, on va devoir l'éprouver comme le reste, vous allez faire face à une situation où à un moment donné, vous saurez si vous aimez inconditionnellement l'autre. Et c'est vrai que le couple est parfait parce que il donne un peu la mesure, parce que c'est là où les sentiments sont les plus aigus, les plus forts. Donc si vous connaissez l'amour inconditionnel dans le couple, vous pouvez savoir la mesure que vous devez atteindre quand il s'agit de personnes autour de vous ou par rapport à l'humanité tout entière. Sinon, comment vous faites pour éprouver en tant qu'homme, et on est venu vivre une expérience matérielle, donc on doit tout expérimenter par le matériel, sinon on ne peut pas s'élever en conscience. C'est le jeu, là. Comment vous voulez comprendre concrètement ce qu'est l'amour inconditionnel par rapport à l'humanité et tout l'univers sans l'éprouver? C'est un concept. Pour moi, c'est une illusion. Bien sûr. C'est une illusion. Puis on peut donc vous pouvez l'apprendre sur tous les trucs New Age, les bouquins, les vidéos, mais après ça reste un truc de bisounours, quoi. Mais à un moment aussi, il faut bien regarder quelqu'un qui vous fait la morale ou la leçon sur quelque chose. Comment il vit? Où il vit? Est-ce qu'il vit dans quelque chose de beau? Est-ce que son comportement est bon? Est-ce qu'il cultive la vérité? Donc tout ça, c'est à un moment, il faut bien le regarder, il faut bien le jauger. Puisqu'on revient au couple, à la notion du couple, vous vous rendez bien compte que si une personne n'est pas capable d'en rendre une autre heureuse, au moins une, et de fusionner à travers le couple amoureux, comment voulez-vous qu'il vous donne la façon de faire pour le reste du monde? La preuve ultime, c'est quoi? C'est de voir par la réalité et la démonstration un couple heureux. Si vous voyez des gens qui ont 40 ans, 50 ans de vie commune et qui continuent à s'embrasser, à se faire des bisous, à se regarder avec tendresse et amour, là vous pouvez dire, là j'ai des choses à leur demander, parce que ils ont peut-être résolu quelque chose d'important pour aller vers quelque chose de beau. Quelqu'un qui vous fait de beaux discours, que ce soit gnostique ou dans les savoir-vivre, de savoir du travail sur soi, etc., mais que lui-même n'est pas en couple et qui donc il a même pas réussi à prouver qu'il avait atteint une harmonie de la fusion corporelle homme-femme, ça se plante un peu là, hein, comme le gars qui vous fait des leçons sur l'amour inconditionnel et puis qui roule avec une bagnole avec laquelle on pourrait payer 100 appart ou même celui qui mange un animal et qui dit ouais la nature est belle et tout va bien, on prêche l'harmonie totale. Donc à un moment il faut détecter les pièges quand même, il faut être cohérent avec tout ça, quoi. Bon, on va essayer de pas faire trop long parce que là déjà on va arriver presque à 1 heure, donc on va peut-être pas développer encore tout ce qu'on avait prévu de dire, mais on va essayer de le remettre dans la vidéo d'après. Ce qu'on essaiera en tous les cas de faire passer dans ce concept qui est vraiment très très long à développer, en fait on pourrait faire une vidéo presque tous les jours, puisque nous dans nos discussions on passe des heures à développer tout ça, mais là on essaie de faire un condensé, donc c'est plutôt difficile de le synthétiser. Oui, c'est difficile, mais par contre c'est vrai que moi je reviens sur le mensonge. Je pense que ça vaut le coup de méditer sur le mensonge. C'est un des trucs les plus importants. En tant qu'être humain, on a quand même tendance à se dire que il y a des mensonges qui sont pas graves, ou il y a des mensonges qui sont obligés. On a le fameux mensonge par omission, et je pense qu'il faut vraiment méditer là-dessus, parce qu'il faut comprendre que le mensonge, si petit soit-il, ne nous permet pas l'évolution de conscience. Il nous maintient dans la conscience de l'ego. Pour autant, pour nous, il est naturel. Il est naturel, ne serait-ce que parce qu'on ne veut pas blesser quelqu'un ou des choses comme ça. Il faut vraiment clarifier cette question du mensonge, et ça vaut le coup de se poser là-dessus. Comme tu dis, il faut commencer par soi et puis par les personnes qui nous sont le plus proches et essayer d'avancer un petit peu comme ça. Mais le chemin de conscience, il va s'arrêter à un moment donné si on n'est pas dans la vérité. Il n'y a pas de beau sans vérité. Il n'y a pas de bon sans vérité. Et ce qui le prouve bien, c'est le fait de prendre en conscience, comme on disait tout à l'heure. Imaginez d'un coup qu'on vous mette le 6e sens, c'est-à-dire la télépathie.
mais vous prendrez la mesure de ce que c'est qu'une société dans l'apocalypse, hein, c'est-à-dire dans la levée du voile. Complètement. Hein. Vous comprendrez la vérité de chacun et la vôtre. Hein. Et c'est aussi le fait d'avoir ce sens tourné vers soi, c'est-à-dire de prendre conscience de tous les dénis et de toutes les formes de déni dont il ne faut pas s'en vouloir. C'est proportionnel à l'expérience qu'on fait et à la maturité de l'âme que l'on a, au rythme de l'éveil qu'on veut, qu'on souhaite. C'est dans la nature du jeu d'ailleurs. Et aux stratégies de survie qu'on a mis en place du fait de toutes les expériences qu'on a fait, de l'éducation, de tout ça. Donc il y a vraiment que du positif là-dessus. Il faut vraiment accueillir tout ça. Ça c'est aussi ça, là, le mot accueillir. Là. Alors, le mot accueillir, ça résonne tellement différemment d'une personne à l'autre. Pas être béat là, oh j'accueille. Non, c'est accueillir, ça veut dire que je comprends. Il faut mettre de la compréhension partout. Je comprends que ce que j'ai fait, bah oui, ça me fait mal, évidemment. Moi, je suis triste, je suis déçue de moi-même. Mais je dois comprendre dans quel contexte je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Sinon, je le reproduirai, je ne serais pas sorti du déni, je n'aurais pas clarifié. Il faut tout clarifier. Et en clarifiant, il n'y a pas de douleur à avoir. Hein. La justification, il y a de la compréhension la justification de la mauvaise action ne doit pas être que morale, elle doit être aussi intelligente. Oui, c'est-à-dire, moi, j'explique bien pourquoi j'ai fait ça, donc c'était légitime. Elle est d'abord émotionnelle, parce qu'on se prend une claque et on se voyait pas comme ça, et on se demande pourquoi il y a un tel décalage. Ben, il y a un décalage de conscience entre le moment où on l'a fait et le moment où on le comprend. Après, il faut pas rester sur un devoir de mémoire pendant des milliers d'années. Je suis d'accord, il n'y a pas de devoir de mémoire, mais il y a quand même... Il y a un devoir d'intelligence, de compréhension pour ne plus reproduire la bêtise. Exactement. Voilà. Il faut vraiment comprendre jusqu'au bout, y compris si on n'a pas des souvenirs très clairs, mais essayer au maximum de comprendre les pourquoi, les comment, et ensuite passer à un travail personnel, bien sûr, pour... Petite parenthèse, on va passer là de l'individu au collectif. La même chose est à réaliser dans la société, où depuis des années, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'au lieu de cultiver chez nos jeunes générations, leur apprendre ce que c'est l'amour, l'harmonie, faire des cours non pas d'histoire, mais des cours de travail sur soi, sur l'ego, sur les émotions, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend que l'histoire est émotionnellement une saloperie qu'on transmet de génération en génération pour faire un devoir de mémoire et de culpabilité. Il faut arrêter ça tout net. Mais bon, on a cette propension. C'est-à-dire on a plus d'aptitude à pleurer, à se plaindre que à être heureux. Déjà, naturellement. Ça c'est bizarre, ça. C'est bizarre, hein, c'est pas normal. On a des joies toutes retenues et on a des souffrances toutes gravissimes. Mais après, on a aussi... Il y a un peu de masochisme derrière tout ça. Je sais pas, mais ça j'aimerais bien l'éclaircir, ça. Pourquoi on n'a pas cet équilibre-là de se dire qu'on peut être autant heureux, enfin qu'on a du mal à prendre conscience du bonheur, des joies simples, etc. Pourquoi c'est pas plus naturel? Ça j'aimerais bien. Mais c'est dans la structure. C'est dans la structure. Certainement. Oui. Donc la structure qui est prête à accueillir une évolution, justement, elle doit. Voilà. Et on l'a dit X fois, mais regardez avec discernement. Enfin, choisissez avec discernement ce que vous regardez dans la boîte. Même des fois, il vaut mieux l'arrêter. Posez-vous des questions sur l'éducation. On peut décortiquer, analyser beaucoup plus la façon dont on éduque et la façon dont on perçoit l'histoire et on veut la faire percevoir. On peut se poser aussi la question du pourquoi on veut entretenir ça. Alors, c'est vrai que ça on l'a déjà dit dans plein d'autres vidéos. C'est pas qu'un devoir de mémoire, parce que si tel était le cas, il y aurait des devoirs de mémoire partout sur la planète. Moi j'appellerais plus ça, pour être honnête, un devoir de culpabilité. Oui, peut-être. Voilà. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas grave. Tout ce genre de trucs, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'aspect négatif de ce qu'on vit. Là on est plutôt dans l'apocalypse, donc on avance vers quelque chose de mieux. Si on veut avancer en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que collectivité, faut l'identifier. C'est sûr que ce que l'on fait sur le terrain individuel, le couple doit le faire et la collectivité le fera un jour. Ça c'est sûr. C'est la même chose. Ça c'est sûr. Et c'est là où le couple devient une entité d'ailleurs. C'est quand on perçoit qu'il y a aussi un travail en couple à faire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on perçoit que le travail de l'un et le travail de l'autre n'est pas suffisant et qu'il y a une nécessité de travail du couple, comme si c'était, j'ose pas dire une personne, mais
c'est comme une entité en fait, c'est quelque chose qui existe en tant que tel. Ne serait-ce que par sa pensée parallèle et identique. Voilà, tout se fait à tous les stades, c'est le même travail qui doit se faire. Et qui fournit une émotion, c'est pour ça qu'on parle du couple avec beaucoup de force, et qui fournit une émotion d'une intensité que rien d'autre ne peut vous fournir. Voilà, on va s'arrêter là, on développera un petit peu tout ce qu'on devait dire, et on arrivera aussi à un moment à ce que j'annonçais tout à l'heure, à un moment il faudra mettre les pieds dans le plat, de comprendre donc qu'est-ce que vient faire la problématique de la sexualité dans cet amour fusionnel. Donc on s'écartera un petit peu de l'amour inconditionnel du collectif, et on va peut-être clarifier justement ce fameux problème du collectif à travers la différence qu'il y a à faire et l'arrêt des confusions entre le fusionnel et l'inconditionnel. L'inconditionnel doit se retrouver dans le fusionnel, mais le fusionnel ne va pas se retrouver dans l'inconditionnel. Donc à un moment on définira un petit peu pourquoi il y a ces frontières, et à un moment pourquoi il faut les identifier, et comment il faut se situer là-dedans. Alors c'est pas une leçon, une fois de plus, qu'on va vous donner, c'est juste un retour. Une voie possible, voilà, c'est une voie comme une autre. C'est une voie, si elle vous plaît, vous la prenez, si elle vous plaît pas, vous la laissez. C'est notre expérience. Il faut jamais prendre une voie annoncée, il faut construire sa voie. Donc effectivement, il y a des voies qui ont d'énormes points communs et qui vont se retrouver, mais chacun doit savoir où il veut aller. C'est bien pour ça qu'on a toujours dit cultiver votre projet. C'est important de penser à votre projet. On veut partir en week-end, la première chose qu'on se dit, c'est où on va. Donc si vous avez compris que la destination, on a tous un point d'atterrissage après cette vie, il faut absolument penser à où on va. Voilà, où est-ce que je veux aller, dans quel type d'hôtel, qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que... Il n'y a pas d'hôtel, mais moi ça aussi, c'est rigolo. C'est ce que je veux dire, c'est tu pars en week-end. Il faut organiser. Tu te dis pas comment je vais m'habiller. Tu te dis où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on met dans la valise. Alors, on se fait un week-end sympa, où on va. À part que là, il n'y a pas de valise, mais par contre, dans la tête, il y a plein de choses à mettre. Et voilà. Alors ça, ce serait un thème de vidéo peut-être à développer, parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais c'est quelque chose d'important. On a toujours parlé dans les vidéos antérieures du projet, mais une fois que vous l'avez, ce projet, comment il faut faire pour matérialiser, de dire de pas passer à côté, quoi, parce que quand on dit, en gros, pour le clarifier vite fait, quand il n'y a plus de son, plus d'image, que ce soit par la mort ou une apocalypse d'arrêt du jeu, mettons, vous vous trouvez, il n'y a plus de lumière, donc c'est tout noir, vous entendez plus rien, mais vous savez que vous êtes toujours en vie. Et vous dites, il faut enclencher le processus suivant, là, qu'est-ce qui va se passer après? Si rien ne s'allume, si rien ne s'entend, ça va durer l'éternité, ça? Je reste dans le néant. Donc, à un moment, ça rejoint d'autres vidéos qu'on avait faites sur l'imaginaire, etc., l'utilité de l'imaginaire. Donc, si vous avez un imaginaire puissant, croyez-moi, vous allez raccrocher vite fait sur le film d'après. C'est votre imaginaire qui vous donnera la lumière. Bon, enfin, ça c'est un petit raccourci. On essaiera d'avancer un petit peu plus. C'est très brouillon, on le sait, mais il y a tellement de choses à dire que ça n'est très complexe de pouvoir donner toutes ces idées d'un coup. On essaie avec peut-être pas trop de talent, un peu en désordre, mais on les donne comme ça nous vient. On en est désolé. Voilà, bonne recherche à vous, précisez bien votre projet encore une fois. Le masculin-féminin, on n'a pas fini d'en parler parce que c'est quand même quelque chose de très important, et la prochaine fois on essaiera de développer encore tout ça. À bientôt. Au revoir.